bienvenue sur notre chaîne dédiée à celles et ceux qui aiment vibrer au rythme des cœurs qui s'accordent. Ici, chaque histoire est une escale romantique, un souffle de douceur, une parenthèse pour rêver et ressentir. Ce soir, nous vous emmenons à Santorin, île suspendue entre ciel et mer, où le vin, les silences et les regards parlent plus fort que les mots. Vous allez faire la rencontre de Lucien, sommelier parisien en quête de sens, et d'Elena, gardienne d'un vignoble oublié, farouche et lumineuse. Entre vignes ancestrales, vendanges secrètes et baisers retenus, laissez-vous porter par une histoire où le passé revient en parfum, et où l'amour s'ancre dans le présent. Installez-vous confortablement. Et savourez, comme un grand cru, chaque instant de ce récit. Certains voyages commencent par un billet d'avion. D'autres par un regard, un parfum, un souvenir. Celui de Lucien Moreau débuta entre deux gorgées de vin. Et la sensation étrange qu'il n'était pas venu ici pour travailler, mais pour se perdre un instant, et peut-être se retrouver. Le vent chaud s'insinua dans le col de sa chemise, emportant avec lui l'odeur brute du sel, des pierres chauffées à blanc et des herbes séchées. Depuis la sortie de l'aéroport, Lucien scrutait la lumière. Celle de Santorin ne se contentait pas d'éclairer, elle révélait. Chaque détail du paysage semblait ciselé à vif, taillé pour l'émerveillement. Le taxi, une vieille Mercedes beige à la climatisation capricieuse, roulait à flanc de falaise. « C'est votre première fois ici ?» demanda le chauffeur d'une voix rauque, l'accent grec dansant dans sa gorge. Lucien hocha la tête. « Première fois à Santorin. Je suis venu pour le vin. » Le chauffeur éclata d'un rire bref. « Ah, le vin, bien sûr. Mais faites attention, monsieur. Ici, on vient pour le vin, et on reste pour une femme. » Il le dit sans insister, comme s'il venait de réciter un proverbe local. Puis il lança une vieille chanson de Giorgio Dallara, et la voiture s'emplit d'une voix vibrante, presque nostalgique. Lucien sourit sans répondre. Il n'était pas homme à croire aux signes. Pourtant, dans cette lumière vibrante, entre les vignes basses en forme de couronne et les murs éclatants de Pyrgos, il sentit quelque chose se tendre à l'intérieur de lui. Une corde oubliée, qu'un mot ou un regard suffirait à faire vibrer. Il arriva à Imerovigli en début d'après-midi. Le village s'étirait comme un chat paresseux le long de la caldeira, ses ruelles étroites pavées de pierres sombres, bordées de maisons blanches aux toits bleus, de chapelles miniatures et de bougainvilliers brûlants de couleurs. L'hôtel était niché sur la crête, suspendu entre ciel et mer. Pas de luxe ostentatoire, juste du silence, du blanc, du vent. L'élégance cycladique dans sa forme la plus pure. Lucien fut conduit à sa suite troglodyte, creusée dans la roche, fraîche malgré la chaleur. Le lit était vaste, les rideaux flottaient au vent, et sur la table en pierre, un seau de basalte contenait une bouteille d'assyrtiko bien frais, accompagnée d'un verre et d'un petit plateau de metsé, olives noires, tomates confites, fava crémeuse. Il s'installa sur la terrasse privée, les pieds étendus sur le muret, face à la mer d'un bleu qui semblait inventé pour les peintres. Il versa le vin, observa sa robe claire presque argentée, et goûta. Minéral, tendu, salin, un vin qui racontait sa terre, sans détour. Ce fut alors qu'il la vit. Une brochure, glissée dans le dossier en cuir posé sur la table de nuit. Un pli de papier ivoire, épais, orné d'une encre dorée qui avait légèrement bavé sous la chaleur. Domaine Kyriakou, les vendanges oubliées. Pyrgos, Santorin. Laissez le vin vous murmurer ce que le temps a voulu taire. Pas de photo. Juste une gravure ancienne d'une amphore et quelques lignes à l'intérieur. Une invitation à une dégustation privée, sur rendez-vous, au cœur d'un domaine familial ouvert exceptionnellement pour les passionnés. Une date était notée à la main, demain à 17h. Lucien fronça légèrement les sourcils. Il n'avait pas réservé cette visite. Personne ne lui en avait parlé. Et pourtant, la brochure portait son nom, griffonné à la plume. Il regarda de nouveau la mer, puis le papier, puis le verre encore plein entre ses doigts. Quelque chose lui disait qu'il venait de trouver, sans le chercher, le premier secret de son voyage. Le lendemain, vers 16h30, le soleil caressait encore les pierres chaudes de Pyrgos, dernier village médiéval de l'île, perché sur les hauteurs comme une sentinelle de l'histoire. Lucien s'y aventura à pied, sac en bandoulière, le pas ralenti par l'ombre fraîche des ruelles étroites et tortueuses.
Les murs de chaux blanche faisaient éclater les couleurs, des pots en terre cuite débordaient de basilic et de thym, des chats somnolaient sous les escaliers, et les cloches d'une église byzantine tintaient au loin. L'odeur du raisin mûr se mêlait à celle du pain chaud et de la terre. Il suivit les indications notées sur la brochure, une flèche dessinée à la main, une impasse pavée, puis un portail de bois patiné ouvrant sur un petit domaine discret, presque oublié du temps. Le domaine Kyriakou n'avait rien de spectaculaire. Pas de boutique clinquante, pas de panneaux publicitaires. Juste une bâtisse simple aux volets turquoise délavés, un vieux pressoir de pierre dans la cour, et une vigne basse étalée comme une mer verte entre les murets de lave noire. Lucien s'approcha doucement, attiré par un murmure, ou peut-être un rire, à peine audible. « Vous êtes en avance », dit une voix féminine, derrière lui. Il se retourna. Elle se tenait là, droite mais nonchalante, les bras croisés sur une robe en lin couleur ivoire. Ses cheveux noirs, relevés en chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches animées par le vent. Sa peau avait la teinte dorée des femmes qui vivent dehors, et ses yeux, d'un brun presque mordoré, semblaient tout voir sans juger. Elle avait quelque chose d'indomptable dans sa posture, comme une vigne sauvage trop longtemps laissée à elle-même. « Lucien Moreau », dit-il en tendant la main. « On m'a glissé cette invitation, mystérieusement. » Elle sourit sans se presser, et sa main effleura la sienne plus qu'elle ne la serra. « Et Helena. Je suis, la personne qui vous l'a destinée, je suppose. » Elle n'en dit pas plus. Ni son nom de famille, ni son rôle exact. Juste Helena, avec ce regard qui oscillait entre la distance polie et une curiosité contenue. Je m'attendais à une salle de dégustation, des présentations, peut-être même une file d'attente, plaisanta-t-il. Elle leva un sourcil amusé. Ici, le vin n'aime pas la foule. Et moi non plus. Elle l'invita à la suivre dans la cour intérieure, où un treillis de bougainvilliers jetait une ombre rose sur une grande table de bois. 2 verres attendaient, ainsi qu'une carafe où le vin brillait comme de l'ambre pâle. Assyrtiko, annonça-t-elle. 2020 issu de nos vignes les plus anciennes. Vous sentez ? Il y a un soupçon de pierre, de sel et d'oubli. Il pencha le verre, l'observa, huma, goûta. Le vin était pur, presque tranchant. Une minéralité affirmée, comme s'il avait été élevé dans une grotte de cristal. C'est vivant. Brut et raffiné à la fois. Comme l'île, souffla-t-il. Elle le regarda plus longtemps cette fois. Comme si ces mots venaient débrécher un mur invisible. Ce domaine a failli mourir, dit-elle plus bas. Il y a quelques années, après la mort de mon père. Plus personne ne s'y intéressait vraiment. Les touristes veulent des photos, pas des histoires. Elle s'interrompit, consciente d'en avoir trop dit. Vous êtes critique ? Journaliste ? Sommelier, répondit-il. Consultant. Je goûte, j'analyse, et parfois, je tombe amoureux d'un vin. Mais je ne le dis jamais tout de suite. Le silence qui suivit ne fut pas gênant, mais dense. Chargé d'un quelque chose de fragile, comme un raisin prêt à éclater. Le vent se leva doucement, balayant la cour d'une odeur de figues mûres. Au loin, les cloches sonnèrent à nouveau, et une grappe tomba d'un cep, éclatant contre les pierres. « Je pourrais vous faire visiter la cave, dit-elle, presque à contretemps. Si ça vous intéresse. » « Tout m'intéresse, » répondit-il. « Mais surtout ce que les autres ne regardent pas. » Cette fois, elle ne répondit pas. Elle le précéda dans l'ombre fraîche de la bâtisse, ses sandales effleurant à peine le sol. Et Lucien, sans encore le savoir, venait de franchir un seuil bien plus vaste que celui d'une simple cave. La fraîcheur de la cave saisit Lucien dès le seuil franchi. Les murs de pierre volcanique conservaient une humidité ancienne, presque sacrée. L'air y avait un goût de terre, de temps, et d'attente. Quelques lampes suspendues diffusaient une lumière ambrée, comme filtrée par une vieille bouteille. « Tout ici est en sommeil », dit Helena à voix basse, comme si elle parlait à la cave elle-même. « Certaines bouteilles dorment depuis plus de 30 ans. Mon père disait qu'un vin n'est jamais vraiment silencieux. Il attend qu'on l'écoute. » Lucien observa les rangées de bouteilles posées dans des niches creusées à même la roche. Leurs étiquettes effacées semblaient parler une langue oubliée. « Et vous, vous les écoutez encore ?» demanda-t-il.
Elle resta un instant immobile, les bras croisés. J'ai essayé de les faire taire. Après sa mort. Elle caressa du bout des doigts une bouteille couverte de poussière. Mais il y a des silences qui vous poursuivent. Elle tourna les talons sans en dire plus et le mena vers une petite porte en bois ouvragé. Derrière, une cour intime, presque secrète, se dessinait sous un treillis de vignes centenaires. Le sol était en mosaïque usée, et au centre, une grande table de pierre entourée de 2 bancs rustiques. Là, entre l'ombre des feuilles et les taches de lumière dansante, elle avait préparé une nouvelle dégustation. Celui-ci n'a jamais été mis en vente, dit-elle en remplissant les verres. Il vient d'une parcelle abandonnée que j'ai replantée seule. Ce n'est pas un vin parfait. Mais il a une mémoire. Lucien leva son verre sans un mot, l'observa tourner lentement la robe, et goûta. Ce fut comme une gifle douce. Une attaque vive, minérale, presque saline. Puis une chaleur diffuse, mêlée de fruits blancs et de cendres. Un vin qui racontait une douleur transformée en beauté. Il ferma les yeux. Il est, vrai, murmura-t-il. Brut, vulnérable. On sent qu'il n'a pas voulu plaire. Il a juste voulu survivre. Quand il les rouvrit, elle le regardait. Différemment. Le silence s'étira, pas inconfortable, mais dense. Les feuilles bougeaient à peine. Le monde s'était ralenti. Lucien posa doucement son verre, et sans réfléchir, effleura du bout des doigts la main d'Helena, qui reposait sur la table. Un simple frôlement, comme un appel, ou une question silencieuse. Elle ne bougea pas. Ne se recula pas. Mais ses yeux s'assombrirent d'un trouble discret, et son souffle s'accéléra imperceptiblement. Il est trop tôt pour ça, souffla-t-elle, presque sans voix. Je sais, répondit-il. Ce n'était pas une avance. C'était juste un moment. Elle acquiesça lentement, et détourna les yeux vers les vignes, comme pour reprendre pied dans la réalité. Vous savez, ajouta-t-elle en se levant, la plupart des visiteurs repartent d'ici avec un souvenir. Vous, je crois que vous êtes venu avec un manque. Il la suivit du regard, sans répondre. Elle venait de nommer ce qu'il ignorait encore lui-même. Et sur cette table, entre 2 verres à moitié vides et une ombre de vigne en forme de cœur, quelque chose venait de s'ouvrir. Ni un amour. Pas encore. Mais un écho. Le soleil déclinait lentement sur les hauteurs de Pyrgos, déposant sur les murs blancs du domaine des reflets couleur ambre. La lumière s'étirait comme un voile, douce, presque irréelle. Helena s'attarda dans la cour, les yeux levés vers les vignes. Lucien, lui, observait la bâtisse comme on regarde un visage, à la recherche d'un pli, d'une fêlure, d'une histoire. Il y a une porte, là, dit-il, en désignant un pan de mur envahi de lierre. L'aile ne s'ouvre plus, répondit Helena sans se retourner. Pourquoi? Parce que certaines choses méritent de rester fermées. Et si c'était là que se cachait le meilleur de votre vin? Elle se tourna lentement vers lui. Son regard n'avait rien de joueur. Il était grave. Et fatigué. Mais elle avança. Ils écartèrent ensemble les branches, découvrant une vieille porte de bois rongée par le sel, encastrée dans la roche elle-même. Une chaîne rouillée la barrait. Le silence alentour s'épaissit, comme si l'air retenait son souffle. C'était la cave de mon grand-père, murmura-t-elle. Personne n'y est entré depuis sa mort. Mon père refusait qu'on l'ouvre. Il disait que les bouteilles là-dedans étaient maudites. Lucien esquissa un sourire en coin. Maudite, ou simplement oubliée? Elle resta figée, indécise. Puis, dans un geste sec, presque brutal, elle saisit un trousseau de clés suspendu à une poutre. La serrure résista. Puis céda. Une odeur de poussière ancienne, de vin évaporé et de pierre froide s'en échappa. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Les murs, suintants, brillaient par endroits. Des étagères effondrées, des amphores fêlées, et au fond, contre le mur du fond, une série de bouteilles soigneusement rangées, intactes. Recouvertes de poussière et de silence. Lucien s'approcha avec lenteur, presque religieusement. Il tendit la main vers l'une d'elles, la souleva. Le verre était froid, le bouchon sec. L'étiquette portait une date, 1989.
Et une signature manuscrite, Domaine Kyriakou Cuvée Daphné. Ce nom me dit quelque chose, souffla-t-il. C'était leur plus beau vin. Mon grand-père disait qu'il ne fallait le sortir que pour les grandes vérités. Elle s'appuya contre le mur, comme si le simple fait de se trouver ici l'épuisait. J'ai toujours voulu redonner vie à cette cave. Restaurer les cuvées. Les faire revivre. Mais je n'ai ni les moyens, ni les épaules. Lucien la regarda. Elle ne jouait pas. Elle ne séduisait pas. Elle avouait. Une faiblesse, un rêve, un poids. Il s'approcha, posant la bouteille sur une table branlante, puis dit doucement. Alors faites-le avec moi. Pourquoi? Vous ne me connaissez pas. Peut-être. Mais je connais ce regard. Quel regard? Celui de quelqu'un qui sait que quelque chose mérite d'exister, mais doute d'en être digne. Elle ferma les yeux un instant, comme si ses nerfs venaient de lâcher sous l'intensité du moment. Il n'y eut pas de promesse. Pas de baiser. Pas de frisson appuyé. Mais un engagement silencieux, quelque part entre cette bouteille de 1989 et la poussière du passé. Le genre de pacte qu'on ne signe pas, mais qu'on sent dans la chair. Ils avaient quitté la cave les bras chargés d'émotions et de poussière ancienne. Lucien portait précautionneusement une bouteille de la cuvée Daphné 1989, comme on tiendrait un secret précieux. Helena, silencieuse, avait les yeux ailleurs. Non pas fuyants, mais habités. « Vous êtes sûr qu'on doit l'ouvrir ce soir » demanda-t-elle, une main sur le col de sa robe, nerveuse. Pas pour une analyse, ni pour un article. Pour ce qu'elle représente. Et, pour voir ce que le passé a encore à nous dire. Ils marchèrent jusqu'au village de Fira, où la lumière dorée du crépuscule effleurait les façades blanchies à la chaux. Dans une ruelle bordée de lanternes suspendues, une petite taverne dissimulée derrière des figuiers semblait les attendre. Le propriétaire, un homme âgé aux moustaches blanches et au regard malicieux, les installa dans un coin de la terrasse, face à la mer devenue velours. La table était simple, nappe brodée, bougies, pain chaud. La musique jouée par un trio de musiciens bouzouki, guitare et voix rocailleuse baignait l'air d'un rythme lent et lancinant. Helena avait attaché ses cheveux en une tresse lâche. Sous les guirlandes lumineuses, son visage semblait plus doux, presque juvénile. Lucien ne pouvait s'empêcher de l'observer à travers le verre d'eau qu'il tenait. Elle avait cette manière de replier ses mains dans ses manches, comme pour se protéger de ce qu'elle ressentait. « J'ai toujours cru que ce vin ne sortirait jamais de la cave », souffla-t-elle. Et maintenant, il est là. Sur une table. Entre nous deux. Il a attendu. Comme vous. Elle le regarda longuement, sans sourire cette fois. Vous dites souvent ce que les gens ne veulent pas entendre, Lucien? Seulement quand ils le savent déjà, mais qu'ils espèrent encore qu'on les contredise. Il ouvrit la bouteille avec délicatesse. Un vieux bouchon sec, qui faillit se briser. Un parfum capiteux s'en échappa, miel, cire, pierre, quelque chose de chaud, presque charnel. Il versa le vin avec lenteur, puis s'arrêta. « Attends. » Sous l'étiquette, un coin de papier jauni dépassait à peine. Il tira doucement. Une petite note manuscrite, en grec ancien. Helena la saisit avec précaution, le souffle coupé. Elle la lut à mi-voix, traduisant à mesure. À celui ou celle qui osera ouvrir cette bouteille. N'oublie pas que le vin n'est pas une affaire de profit. C'est un pacte entre le temps et l'âme. Si tu lis ceci, c'est que tu n'as pas eu peur. Continue. Elle reposa le papier avec lenteur, les yeux brillants. C'est son écriture. Il écrivait toujours des choses étranges, un peu prophétiques. Mais jamais je n'aurais cru qu'il aurait caché ça dans une bouteille. Lucien leva son verre. Là à lui. À ce pacte. Ils trinquèrent. Le vin, malgré son âge, était lumineux, vibrant. Comme un souvenir trop longtemps gardé au fond d'un tiroir. Le dîner se déroula lentement, rythmé par les plats grecs servis dans une joyeuse désorganisation, fava au citron, poulpe grillé, dolmade tiède, salade de tomates cerises confites, le tout escorté de pain encore chaud. Ils parlaient peu, mais se comprenaient de plus en plus vite. Les regards faisaient le reste. Un genou qui frôle l'autre sous la table,
un rire qui glisse vers un silence complice. À la fin du repas, le propriétaire leur apporta un dessert à base de yaourt, de miel et de pistaches, puis s'éclipsa avec un clin d'œil discret. Ils restèrent là, seuls sous un ciel d'encre constellé. Le souffle de la mer montait jusqu'à la terrasse, tiède et salé. Lucien se pencha légèrement. Vous savez, il y a quelque chose d'étrange dans cette île. Tout semble plus clair ici. Les envies. Les regrets. Les élans. Et les peurs aussi, répondit-elle. Ici, on n'a plus d'excuses pour ne pas les regarder en face. Il voulut parler, mais s'arrêta. Un simple geste d'elle avait suffi, elle avait posé sa main sur la sienne, naturellement, sans théâtralité. Un geste silencieux et profond, comme un ancrage. Elle murmura, les yeux dans les siens. Merci de ne pas avoir eu peur d'ouvrir ce vin avec moi. Je crois que c'est lui qui m'a ouvert. Le silence retomba, dense et doux. Et sous les étoiles de Santorin, entre deux verres vides, une note ancienne et un sourire fragile, un lien s'était tissé. Discret, mais irréversible. Ils quittèrent la taverne à pas lents, bercés par la torpeur délicieuse du vin et la douceur de l'air nocturne. Le chemin vers Imerovigli était calme, presque désert. Quelques chats glissaient entre les pierres, une bougie vacillante brillait à une fenêtre, et au-dessus d'eux, les étoiles semblaient avoir approché la terre d'un pas. Lucien marchait à côté d'Helena, leurs bras parfois si proches qu'ils se frôlaient dans un murmure de tissu. Ils ne parlaient plus. Le silence n'était pas gênant, il était plein. De ce qui avait été dit. De ce qui aurait pu l'être. Arrivée devant l'hôtel, elle s'arrêta. « Tu veux boire un dernier verre sur la terrasse ?» Ce « tu » avait glissé naturellement. Lucien hocha la tête. Seulement si c'est encore du 1989. Elle sourit. La terrasse était baignée dans l'ombre. La mer, en contrebas, était d'un noir d'encre, à peine froissée par la brise. Ils s'installèrent sur les coussins clairs, une nouvelle bouteille entre eux, cette fois plus jeune, plus simple. Quelque chose de léger pour faire durer la nuit. Lucien retira sa veste. Helena dénoua ses sandales, replia ses jambes sous elle. Leurs corps s'étaient rapprochés sans qu'ils s'en rendent compte, comme si le silence les sculptait l'un contre l'autre. C'était étrange, cette note, souffla-t-elle. Comme si mon grand-père avait su qu'un jour, quelqu'un viendrait me rappeler que tout ça a encore un sens. Tu t'es oubliée, Helena ? Elle hésita. Je me suis endormie, plutôt. Le deuil, le quotidien, les dettes, les papiers. Il n'y avait plus de place pour l'âme du vin. Et encore moins pour moi. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regardait. Pas comme un homme regarde une femme qu'il désire. Plutôt comme un homme regarde une femme qu'il pourrait désirer, s'il acceptait de se laisser atteindre. J'ai fait la même chose, murmura-t-il. Mais à l'envers. J'ai rempli ma vie de réussite. D'adresses étoilées. D'articles. De prix. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'y étais plus. Dès maintenant ? Maintenant, je suis là. Face à une femme qui parle à ses bouteilles et qui fait renaître des souvenirs dans les caves les plus sombres de l'île. Et je me demande ce que ça dit de moi. Ils rirent, doucement. Un rire qui glissa lentement vers un silence plus lourd, plus vibrant. Le vent jouait dans les mèches sombres d'Helena. Elle tourna la tête. Ses yeux brillèrent un instant dans la pénombre. J'ai peur, tu sais. Que tout ça me dépasse. Que ce ne soit qu'un sursaut. Une illusion d'été. Lucien se pencha légèrement. Alors laisse-moi être la preuve que ce n'est pas un rêve. Leurs visages étaient proches. Trop proches. Mais aucun ne bougea. Ils restèrent là, suspendus dans l'instant. Entre deux mondes. Le baiser ne vint pas. Mais quelque chose de plus rare, de plus profond. Un accord tacite. Une présence. Un serment silencieux, fait sans promesse, mais avec les yeux. Plus tard, quand elle se leva pour rentrer, elle posa une main sur son épaule. Merci, Lucien. D'avoir ouvert cette bouteille. Elle hésita, puis ajouta, presque dans un souffle. Et d'avoir ouvert quelque chose en moi. Il ne bougea pas.
Juste un sourire. Une lente inspiration. Lorsqu'elle referma la porte derrière elle, le silence fut soudain immense. Mais Lucien savait que cette nuit ne marquait pas une fin. Elle avait ouvert une faille. Une lumière douce, ténue, mais vivante. Et Santorin, là-bas, continuait de briller. Le matin se leva doucement sur Pyrgo, caressant les murs du domaine d'une lumière douce et dorée. Une brise légère faisait bruisser les vignes en couronne, comme une mer verte qui respirait lentement. Dans la salle principale, aux murs blanchis à la chaux, Elena tenait un vieux carnet de cuir entre ses mains. Le journal de son grand-père. Elle l'avait sorti d'un tiroir oublié dans la pièce où il aimait s'asseoir, à l'abri du soleil, entre deux récoltes. Le cuir était craquelé, la tranche abîmée. Elle le tenait comme un objet sacré. Elle l'ouvrit. Je me souviens de sa voix. Grave, rythmée. Il parlait au vin comme à un enfant têtu. Il disait que le vin ne ment jamais, qu'il prend la forme de celui qui le touche. Que nos peurs, nos colères, notre amour, se retrouvent dans chaque goutte. Quand j'étais enfant, il m'appelait « ma petite vendange ». Il disait que j'étais née pendant la récolte la plus sucrée. J'aimais l'écouter, assise sur le tonneau près de lui. Je l'écoutais parler au cep, au bois, au ciel. Puis il est parti. Et le silence est devenu roi. Lucien entra sans bruit, vêtu simplement d'un pantalon clair et d'une chemise en lin ouverte sur la gorge. Il tenait 2 cafés, déposés sur la table sans un mot. « Ça vient de lui ?» demanda-t-il doucement. Elena hocha la tête. Il écrivait tout. Les saisons. Les humeurs du ciel. Les levures. Mais aussi ses pensées. C'est plus un carnet d'âme qu'un cahier de vigneron. Elle lui tendit une page. Aujourd'hui, la terre était capricieuse. Comme Elena quand elle veut du miel au lieu d'olive. Mais je l'aime comme ça, ma vigne. Sauvage, têtue, imprévisible. Je préfère ça au plan docile qui ne donne jamais rien de vivant. Lucien sourit. Il te voyait déjà comme tu es, Elena. Elle s'adossa au dossier de la chaise, le regard perdu dans les pages. J'ai l'impression qu'il m'appelle. Qu'il me dit, c'est maintenant. Réveille-toi. Ils passèrent la matinée à lire, à noter, relier les notes anciennes aux cuvées, aux parcelles oubliées. Certaines instructions étaient écrites dans un dialecte ancien, presque codé. D'autres ressemblaient à de la poésie. Quand le vent du nord souffle sur les ceps, ajoute une poignée de cendres dans la terre. C'est la mémoire du feu qui fait mûrir le fruit. Lucien s'étonnait, s'émerveillait. Il avait une vision, presque alchimique du vin. Ce n'est pas de la production, c'est de la transmission. Elena acquiesça, une main sur sa nuque. Il disait que le vin n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être habité. Et toi, Elena? Tu veux l'habiter à nouveau? Elle releva les yeux vers lui. Je crois que, oui. Mais pas seule. Un silence. Puis elle posa une main sur le carnet. Les pas sans lui. Lucien effleura la couverture de cuir, puis leva les yeux vers elle. Alors faisons-le ensemble. Mais à notre manière. Ils échangèrent un regard long, profond. Puis Elena murmura. Il y a encore une autre cave. Fermée depuis des décennies. Derrière le vieux pressoir. J'ai toujours cru que c'était une légende. Lucien se redressa. Et si on allait réveiller une autre mémoire? Elle sourit. Et dans ce sourire, il y avait l'ombre du grand-père, le parfum du vin, la lumière du matin. Et l'espoir que tout ce qui avait été endormi pouvait renaître. Le ciel était encore rose pâle lorsque Lucien rejoignit le domaine. L'air du matin avait cette netteté tranchante, entre humidité fraîche et promesse de chaleur. Les vignes en couloura, enroulées comme des nids serrés au ras du sol, parsemaient les terrasses sombres taillées dans la pierre volcanique. À cette heure, la terre exhalait un parfum minéral, mêlé de feuilles froissées et de poussière humide. Le silence n'était troublé que par les premiers bruissements de pas sur les cailloux. Elena était déjà là, les cheveux tressés sous un foulard bleu nuit, un panier à la main, pieds nus dans les sillons. « Tu es venu ?» dit-elle simplement, un sourire dans la voix. Lucien sourit aussi, sans répondre.
Il retroussa ses manches et se pencha sur un pied de vigne. Le travail était lent, minutieux, repérer les grappes mûres, les couper d'un geste sec, les déposer sans les écraser. La posture pliait les reins, faisait chauffer les cuisses. Mais l'effort avait quelque chose de méditatif. De pur. Autour d'eux, quelques employés du domaine parlaient bas, en grec. Les paniers se remplissaient dans un rythme tranquille. Un chant s'éleva quelque part sur la colline. Une voix féminine, grave, mélancolique. Lucien et Helena travaillaient côte à côte. Parfois, leurs mains se frôlaient en attrapant la même grappe. Parfois, leurs épaules se touchaient brièvement en se relevant. À chaque contact, une onde invisible passait entre eux, comme un fil tendu au bord de la rupture. « Tu t'en sors ?» demanda-t-elle, les joues rosies par l'effort. « Je commence à comprendre que le vin, avant d'être dans un verre, est dans les muscles. » Elle rit doucement, un rire voilé, presque intime. Un moment plus tard, il se pencha vers un cep particulièrement tordu. En se redressant, il la trouva tout près, penchée elle aussi, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Son souffle effleura sa peau. Ses yeux brillaient, humides de lumière et de fatigue. Le temps sembla se figer. Elle ne bougeait pas. Lui non plus. Leurs regards étaient accrochés, comme des barques en pleine mer. Lucien avança, d'un rien. Elle ne recula pas. Son front frôla le sien. Tout était là. Mais une voix les interrompit. « Helena, on a besoin d'aide pour soulever la grande caisse. » Lança un ouvrier depuis la terrasse supérieure. Elle cligna des yeux, s'écarta, reprenant son souffle. « J'arrive, » répondit-elle d'une voix légèrement rauque. Puis, sans le regarder, elle attrapa son panier et s'éloigna à pas rapides, ses pieds soulevant un peu de poussière sèche derrière elle. Lucien resta un instant immobile, le cœur battant dans ses paumes. Il ne savait pas ce qu'il aurait fait, s'il n'y avait pas eu cette interruption. Mais il savait que ce baiser, ce presque baiser, avait réveillé quelque chose qu'aucun vin n'aurait pu anesthésier. Il reprit le travail. Le soleil, désormais haut, chauffait sa nuque. Mais c'était à l'intérieur que tout brûlait. La fête onologique annuelle de Santorin battait son plein dans les ruelles animées de mégalochories, à quelques kilomètres du domaine. Entre les stands de dégustation, les concerts de rue et les démonstrations de foulage traditionnels, l'île vibrait d'une énergie joyeuse, un peu chaotique, enivrée par les arômes de muscat, de vin doux, de raki. Helena s'y rendit accompagnée de Lucien, bien que légèrement tendu. Depuis la matinée dans les vignes, un silence nouveau s'était glissé entre eux. Ni froid, ni hostile. Juste, sur la réserve. « Tu n'avais pas dit que tu connaissais du monde dans le milieu, ici, » fit-elle remarquer, en croisant une table d'importateurs français. Lucien haussa les épaules. « Je connais surtout ce que j'ai fui. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un éclat de voix retentit derrière eux. « Mais c'est bien toi, Moreau ? J'ai cru rêver. » Lucien se raidit. Helena tourna la tête. Un homme s'approchait, élégant dans un costume de lin immaculé, bronzé, les cheveux en arrière et le sourire d'un fauve bien nourri. Ses yeux pâles brillaient de curiosité déguisée en enthousiasme. Arnaud Lefebvre, se présenta-t-il en tendant la main à Helena avant qu'elle ait pu réagir. Ravi. Helena Kyriakou. La fameuse propriétaire du domaine oublié ? J'ai entendu parler de vous à Athènes. Quelle audace de tenter de ressusciter ces vieilles cuvées, fascinant. Helena pinça les lèvres. Arnaud continuait, sans demander la permission. Lucien et moi étions inséparables à Paris, il y a quelques années. Enfin, inséparables jusqu'à ce que monsieur décide de tout envoyer valser. Il faut dire que certains critiques ne supportent pas d'être critiqués, pas vrai ? Lucien garda le regard rivé sur le stand d'en face. Tu n'as pas changé, Arnaud. Et toi non plus, répondit-il, avec un sourire tranchant. Toujours cette élégance feutrée, et ce besoin de disparaître dès que les choses deviennent personnelles. Un silence pesant suivit. Puis Arnaud s'inclina légèrement. Je vous laisse, vous avez sûrement des raisins à sauver. Mais attention, Helena. Lucien a parfois tendance à goûter et repartir avant que le vin n'ait fini de fermenter. Il s'éloigna, sifflotant une valse. Helena croisa les bras.
Tu ne m'avais jamais parlé de lui. Parce que je suis venue ici pour fuir ça. Paris, les égaux, les compétitions. Ce monde-là. Elle observa son visage. Ses traits étaient tendus. Sincères, peut-être. Mais flous aussi. Et tu es sûr que ce n'est pas ce monde-là qui t'a forgé, demanda-t-elle, doucement. Lucien se tourna vers elle, blessé. Tu crois que je suis venu te manipuler? Que je cherche une vitrine exotique pour relancer ma carrière? Je ne sais pas ce que je crois, Lucien. Je te découvre. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des pièces manquantes à ton puzzle. Tu n'es pas la seule à avoir des murs, Helena. Elle détourna le regard, fixant les guirlandes colorées suspendues entre deux maisons. Le bruit du festival autour d'eux semblait soudain étouffant. Peut-être qu'on s'est trouvé parce qu'on est bon pour se cacher, murmura-t-elle. Ou peut-être qu'on a peur de ce qu'on pourrait devenir si on arrêtait. Elle ne répondit pas. Ils restèrent là, l'un à côté de l'autre, mais séparés par une couche invisible de doute et de fierté. La musique reprit, joyeuse et légère. Mais entre eux, l'ombre du passé venait d'installer un silence plus lourd que jamais. Le lendemain matin, Helena n'était pas au domaine. Lucien tourna un moment en rond, puis trouva un mot glissé sous une pierre à l'entrée. Aujourd'hui, j'ai besoin de silence. Rejoins-moi si tu veux. 15 heures, port de Fira. Ne sois pas en retard. Il y était. À 14h59. Les quais brûlaient sous le soleil, mais le vent marin allégeait l'air. Les voiles blanches claquaient au loin, et les goélands tournaient au-dessus des bateaux. Helena apparut sans bruit, une casquette vissée sur la tête, des lunettes de soleil cachant son regard, et un sac en toile à l'épaule. Tu as toujours été ponctuel? Je suis sommelier. Le vin aussi, il attend qu'on le respecte à la minute près. Elle sourit à demi, puis le mena vers un petit bateau à moteur, modeste mais élégant. Ils embarquèrent sans un mot. Lucien prit la barre. Helena s'installa à l'avant, les jambes repliées, silencieuse. La mer autour d'eux était un saphir mouvant. Les falaises de Santorin s'éloignaient, dévoilant leurs faces brutes, zébrées de cendres et de lave ancienne. Ils contournèrent Reine Akameni, l'île volcanique, avant de jeter l'ancre près de Palais Akameni, là où l'eau, chauffée par les veines sulfureuses sous-marines, prenait des teintes cuivrées. C'est ici, dit-elle en retirant ses lunettes. Tu viens? Elle plongea. Lucien hésita, puis la suivit, traversant l'eau fraîche qui se réchauffait à mesure qu'il s'approchait des rochers. Le silence était total. Juste leur respiration, les éclats de lumière sur l'eau, et leur corps flottant, allégé. Helena nageait doucement, les bras tendus vers le ciel, la tête en arrière. Ses cheveux se mêlaient aux reflets d'or liquide. Elle semblait enfin, libre. Lucien s'approcha, glissa près d'elle. Ils se retrouvèrent face à face, dans un espace minuscule de calme absolu. Je suis désolé pour hier, dit-il. Pour Arnaud, pour tout. Ce n'est pas lui, Lucien. C'est moi. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. J'ai peur de te laisser entrer. Et peur que tu partes si je le fais. Il s'approcha encore. L'eau entre eux n'était plus qu'un frisson. Je ne suis pas venu ici pour te fuir. Ni pour me servir de toi. Je suis venu parce que, j'étais en train de me perdre. Leurs souffles se croisèrent. L'air vibrait. Elle leva la main, la posa contre sa joue mouillée. Un geste doux. Ancré. Alors ne te perds pas maintenant. Il répondit sans parler. Ses lèvres trouvèrent les siennes. Un baiser silencieux, salé, brûlant. Il n'était ni urgent, ni prévu. Il était nécessaire. Leurs corps se rapprochèrent, suspendus dans l'eau tiède. Il y avait dans ce baiser toute la tension évitée, les mots retenus, la peur apaisée. Quelque chose de doux et de vrai. Quand ils se séparèrent, Helena rit doucement. Ce volcan n'a pas fini de réveiller des choses, on dirait. Moi non plus. Ils restèrent là, à flotter côte à côte, au cœur de la caldeira, entourés de silence et de lumière. Rien n'était résolu. Mais quelque chose, enfin, s'était dit. Et c'était déjà immense.
Ils étaient rentrés à quai en silence, les visages encore baignés de lumière, les lèvres salées d'un premier baiser qui avait tout changé sans rien brusquer. Sur l'impulsion d'Helena, ils prirent la route d'Oya, ce village suspendu entre ciel et mer, dont les maisons blanches semblaient avoir été posées là par des dieux rêveurs. Elle avait réservé, sans rien dire, une maison troglodyte creusée dans la falaise, avec vue sur l'horizon. « Je venais ici avec mon père », murmura-t-elle en posant sa main sur la rampe d'escalier. « Et ce soir, tu y reviens avec un inconnu. Un inconnu qui commence à me ressembler. » La terrasse offrait une vue vertigineuse sur la mer. Le soleil entamait sa chute, drapant le monde dans des tons d'or liquide et de pourpre. Des guirlandes de lanternes éclairaient la pierre blanche d'une lueur douce. À l'intérieur, la fraîcheur de la roche contrastait avec la chaleur du dehors. Lucien s'arrêta, regarda autour de lui. C'est irréel. Non, c'est simplement, quand on ne fuit plus. Elle s'était approchée sans bruit. Il se retourna. Elle était là, face à lui, dans une robe en lin détaché à la taille, les cheveux défaits. Ses yeux brillaient comme les derniers éclats du jour. Il s'avança, et cette fois, il n'y eut ni interruption, ni détour. Leurs lèvres se retrouvèrent, affamées et lentes à la fois. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, les siennes contre ses hanches. Il la souleva sans effort, la porta jusqu'au lit drapé de voile clair, au cœur de la pièce fraîche. La pierre des murs retenait le silence. Le monde s'effaçait. Leurs corps se découvrirent, peau contre peau, dans une lenteur presque religieuse. Chaque geste avait le goût du feu contenu. Chaque soupir portait les traces du manque, du désir, de la retenue des jours précédents. Elle l'explora du bout des doigts, traçant les lignes de son torse comme on explore un territoire ancien. Il embrassa ses épaules, sa gorge, son ventre, avec une patience tremblante. Leur amour n'était pas celui des amants pressés. Il avait le rythme du vin vieilli, profond, enveloppant, fait pour être savouré jusqu'à l'ivresse. Quand elle murmura son prénom, ce fut comme une prière basse, presque brisée. Lucien. Et dans ce soupir, il comprit que ce n'était pas un simple moment. C'était une reconnaissance. Une retrouvaille ancienne. Une vérité qui attendait son heure. Ils firent l'amour dans la lumière rougeoyante du couchant, puis dans la pénombre, puis encore, quand la lune effleura les volets entr'ouverts. Parfois tendre, parfois impatient. Toujours vrai. Plus tard, allongée contre lui, sa main posée sur son torse, Helena demanda. « Et si tout ça n'était qu'un été ? Un interlude ?» Il déposa un baiser dans ses cheveux. « Alors ce sera l'interlude qui m'aura réveillé. Et je ne regretterai rien. » Elle ne répondit pas. Son souffle s'apaisa. Et le silence de la nuit, autour d'eux, les enveloppa comme une couverture de velours. Dehors, Santorin dormait. Mais en eux, tout venait de commencer. Le jour s'était levé doucement sur Oya. Un souffle léger glissait entre les maisons blanchies, et la mer, calme, s'étendait comme une toile d'aquarelle. Helena était déjà levée, enroulée dans un drap, debout sur la terrasse. Le vent soulevait doucement ses cheveux, et la lumière dorée du matin la dessinait en contre-jour. Lucien la rejoignit en silence, passa ses bras autour de sa taille. Elle ne bougea pas. « J'ai peur », murmura-t-elle. « De quoi ? » « Que cette lumière soit trop belle pour durer. » Il posa son menton sur son épaule nue. « Alors faisons-la durer. Même si ce n'est que quelques jours de plus. Quelques vendanges. Quelques silences habités. » Elle ferma les yeux. Et parla enfin. « Quand mon père est mort, il m'a laissé des dettes. Des dettes qu'il avait cachées. Le domaine, les terres, tout ce que j'aimais, je l'ai vu me glisser entre les doigts. Les banques, les huissiers, les offres de rachat. J'ai résisté, seul. Mais j'ai failli perdre. Et j'ai fini par me perdre aussi. » Lucien serra sa taille un peu plus fort. « Tu n'as rien perdu, Helena. Tu as simplement tenu 100 personnes pour t'épauler. » Elle se retourna pour lui faire face. Ses yeux étaient humides, mais son regard tenait bon. « Et toi ? Qu'est-ce que tu fuis depuis Paris ? » Il soupira, s'adossa à la balustrade, le regard perdu sur la mer. « J'étais doué.
On me le répétait sans cesse. Un palais d'exception, des articles, des concours gagnés. Et un jour, j'ai bu un vin qui m'a laissé vide. Vide comme ce que j'étais devenu. J'avais goûté 1000 crus sans rien ressentir. Alors j'ai claqué la porte. De mon poste. De ma réputation. De ma vie. Il se tourna vers elle. J'ai réalisé que le vin, comme l'amour, ne vaut rien s'il n'a pas d'âme. S'il n'a pas de terre. S'il n'a pas une histoire à raconter. Elle s'approcha, glissa ses doigts dans les siens. Tu crois qu'on peut en reconstruire une, d'histoire? À deux? Avec des fragments? Je ne sais pas, répondit-il. Mais je veux essayer. Il marqua une pause. Je veux restaurer la cave. Redonner vie aux cuvées. Faire de ton domaine un lieu vivant. Pas juste une archive. Elle sourit, lentement. Notre domaine, alors. Un silence les enveloppa, mais ce n'était plus un silence de distance. C'était un silence d'union. Un silence de décision. Ils restèrent là, l'un contre l'autre, ancrés comme les cèpes au bord des falaises, à regarder la mer danser. Et dans ce matin paisible, fait de drap blanc et d'air salé, une chose venait de naître. Pas une passion. Pas une idylle. Mais une alliance. Quelques jours après leur retour d'Oya, la lumière de fin d'après-midi caressait les pierres du domaine Kyriakou. Le vent faisait frémir les feuilles des vignes comme un murmure impatient. Lucien s'affairait dans la cour, les manches roulées, couverts de poussière et de notes volantes. Helena, accroupie près d'une ancienne jarre, l'observait en souriant. « Tu sais que tu as l'air d'un homme possédé ? C'est possible. Par une idée. Et un vin vieux de 30 ans. » Il se releva, posa un carnet noirci de croquis, de plans, de calculs. « Écoute-moi bien. On ne relance pas un domaine à la va-vite. Il nous faut un coup d'éclat. Un moment inoubliable. Quelque chose d'intime, de vivant, et de radical. » Elle croisa les bras, un sourcil levé. « Tu me parles d'un bal masqué dans la cave ou d'une messe en latin au milieu des cèpes ? Mieux. Une soirée. Unique. Secrète. Sur invitation seulement. Ici, au domaine. Une nuit où l'on présenterait les vieux crus restaurés, ceux de ton grand-père. Une dégustation, oui. Mais pas que. Une immersion dans l'histoire. Le goût du passé. Le silence du vin revenu à la vie. » Elle le regarda, interdite. Puis s'approcha lentement. « Tu veux réveiller les morts, Lucien. Je veux qu'on les entende une dernière fois. Et que leur voix nous aide à renaître, nous aussi. » Elle resta un moment sans parler. Puis sourit. « Les vendanges oubliées. » « Et quoi ? » ?»« C'est le nom de la soirée. » Lucien cligna des yeux. Il savait à ce moment précis que ce serait le bon titre. Un murmure. Une promesse. Une prière. Ils se mirent au travail. Ensemble. Helena ressortit des archives anciennes, livrets de récolte, dessins d'étiquettes, lettres de son grand-père à des marchands de vin d'Athènes. Lucien contacta un petit imprimeur local, un musicien jouant du oud, une chef cuisinière qui cuisinait encore selon les recettes de son arrière-grand-mère. Pas plus de 50 invités, dit-il un soir. Pas de journalistes. Pas de photographes. Juste ceux qui peuvent écouter. Ils sélectionnèrent 4 cuvées oubliées à remettre à l'honneur. Helena dessina les étiquettes elle-même, à l'encre brune sur papier artisanal. Lucien affina le déroulé, arrivé au crépuscule, promenade entre les vignes, dégustation dans la cave restaurée, dîner sous les lanternes, musique en fond. « Tu crois qu'on y arrivera ? » demanda-t-elle un soir, allongée à ses côtés sur la terrasse, les étoiles au-dessus d'eux. « J'en suis sûre, répondit-il. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je fais quelque chose qui a un goût d'absolu. » Elle tourna la tête vers lui. « Et s'il n'aime pas ? » Il lui caressa la joue du bout des doigts. « Alors ils ne reviendront pas. Mais ils n'oublieront jamais. » Elle ferma les yeux. Et dans le silence de la nuit, leur idée folle prenait racine. Pas comme un plan marketing. Mais comme une vigne. Tordue, fragile, mais vivante.
La cour du domaine s'était transformée en ruche. Des guirlandes de lanternes étaient suspendues aux figuiers. La vieille table de dégustation avait été poncée, cirée, illuminée par des bougies flottantes dans des bocaux de verre. Le pressoir ancien, fleuri de jasmin, servait désormais de point d'accueil symbolique. Tout devait être parfait. Ou du moins, Lucien le voulait. Non, non, pas comme ça, soupira-t-il en repositionnant un carton. Lucien, ce sont juste des serviettes, répliqua Helena, fatiguée. Cela faisait plusieurs jours qu'il travaillait 12 heures par jour, porté par l'adrénaline et le vin. Mais ce soir-là, l'ambiance était plus lourde que d'habitude. La lune, déjà haute, jetait une lumière presque crue sur leurs doutes. Les 7 chansons ? Tu trouves vraiment qu'elles collent à l'esprit du domaine ? Ajouta-t-il en montrant la playlist. C'est une berceuse traditionnelle. Elle parlait à mon grand-père, donc oui, je crois qu'elle colle. Même si elle n'a pas été validée par le sommelier étoilé. Lucien se figea. Ce n'est pas ce que je fais ici, Helena. Alors qu'est-ce que tu fais ici ? Tu transformes ma maison, mon passé, mon histoire, et maintenant tu veux tout calibrer, tout contrôler. Je veux que ce soit beau. Que ça réussisse. Pour toi. Pour le domaine. Non, Lucien. Tu veux que ce soit parfait parce que tu as peur. Peur de quoi ? Elle s'approcha, les bras croisés, la gorge serrée. Peur que si ce n'est pas parfait, tu repartes. Comme tu l'as fait à Paris. Comme tu le feras peut-être ici. Quand tout ça redeviendra, trop réel. Il recula d'un pas, touché. Tu crois que je suis ce genre d'homme ? Je crois que je ne sais pas encore qui tu es quand tu as peur. Un silence. Le genre de silence qui serre la poitrine. Puis elle baissa les yeux. Tu n'es pas le premier à vouloir sauver ce domaine, Lucien. Mais tu pourrais être le premier à vouloir m'en sauver aussi. Et ça, c'est terrifiant. Il la regarda longuement. Il ne voyait plus la menthe vibrante d'Oïa. Mais une femme debout sur les ruines de ce qu'elle avait tant voulu préserver. Et qui n'osait plus espérer. Il avança doucement, sans la toucher. Je ne veux pas sauver quoi que ce soit. Je veux construire. Avec toi. Et je ne partirai pas, Helena. Pas même si c'est un désastre. Pas même si la cuvée tourne au vinaigre. Je reste pour toi. Et pour ce qu'on est en train de devenir. Elle cligna des yeux, la gorge nouée. Mais ne dis rien. Juste un hochement de tête. Ils se remirent au travail, plus lentement. Le vin serait bon. La musique serait peut-être bancale. La table pas parfaitement symétrique. Mais ce qu'ils préparaient, ensemble, avait le goût du vrai. Et ça, c'était déjà plus que suffisant. La veille de la soirée, le domaine était calme, comme suspendu avant la tempête douce d'invités, de lumière et de musique. Helena, seule dans le grenier poussiéreux de la maison principale, cherchait un dernier carnet de son grand-père. Mais ce n'est pas ce qu'elle trouva. Entre 2 boîtes en carton, elle tomba sur une enveloppe, jaunie, sans timbre, simplement marquée de son prénom. Pour Helena. L'écriture était reconnaissable. Celle de son père. Ronde. Pressée. Un peu penchée à droite. Elle s'assit au sol, jambes croisées, le cœur cognant trop fort. Elle ouvrit. Et Helena. Je ne sais pas si tu liras cette lettre un jour. Peut-être que je n'aurai pas le courage de te la remettre. Peut-être qu'elle restera coincée ici, dans cette maison, comme tant de choses que je n'ai pas su te dire. Tu m'en voudras, sans doute. Pour les dettes. Pour le silence. Pour t'avoir laissé seule avec un rêve trop lourd à porter. Mais sache une chose, le vin n'est pas la seule chose que j'aimais. Je t'aimais, toi. Maladroitement. En me cachant derrière les barriques et les factures. Si tu tombes amoureuse, un jour, ne fais pas comme moi. Ne freine pas. Ne te cache pas derrière la terre, ou le devoir. Aime. Sans plan B. Parce qu'un jour, on se retourne, et il est trop tard. Ton père. Les mots se brouillèrent dans ses mains. Ce n'était pas une lettre d'adieu. C'était un passage. Un souffle transmis à travers le temps.
Elle essuya ses larmes, prit son téléphone, et appela Lucien. Rejoins-moi à Périssa. Maintenant. Il n'y eut pas de question. La plage noire de Périssa était presque vide à cette heure. Le sable volcanique, encore tiède, absorbait leurs pas. Elena se tenait face à la mer, une silhouette immobile sous le ciel d'encre. Lucien la rejoignit. Il sentit, sans qu'elle parle, que quelque chose avait été brisé. Et recollé. Mais de travers. Comme ces amphores anciennes qu'on recolle avec de l'or. Mon père m'a écrit une lettre, dit-elle, sans se retourner. Et tu l'as lue maintenant? Il m'a demandé une chose. Une seule. Elle se tourna. Les vagues léchaient ses pieds nus. D'aimer. Sans me cacher. Lucien resta silencieux. Elle s'approcha. Lentement. Chaque pas semblait compter. Alors voilà. Elle posa sa main sur sa poitrine. Je t'aime. Pas parce que tu m'as aidé. Pas parce que tu as sauvé le domaine. Elle marqua une pause. Je t'aime parce que tu m'as vue. Entière. Cassée. Et que tu es restée. Il la regardait comme un homme regarde la mer après une tempête, ébloui d'être encore debout. Je t'aime aussi, Elena. Il tendit la main, mais elle vint d'elle-même, se colla contre lui, les bras autour de sa nuque. Ils s'embrassèrent, longuement. Un baiser profond, calme, sûr. Un baiser qui ne demandait plus rien. Un baiser qui disait, je suis là. Jusqu'au bout. La mer montait doucement. Le vent s'était calmé. Et la nuit, sur la plage noire, portait les couleurs d'un nouveau départ. Le domaine Kyriakou s'était paré d'ombre et de lumière. Des centaines de lanternes flottaient dans les arbres, suspendues à des fils tendus entre les vignes. La pierre ancienne luisait doucement sous les bougies, et l'air sentait le jasmin, la cire fondue, et l'attente. Les premiers invités arrivaient en silence, comme poussés par un souffle plus grand qu'eux. Pas de foule. Pas de flash. Juste 50 âmes choisies, des amoureux du vin, des artistes, des amis fidèles, tous guidés par une invitation mystérieuse. Les vendanges oubliaient une nuit pour écouter ce que le vin n'a jamais pu dire. Elena, vêtue d'une robe noire sobre et fluide, marchait entre les tables en bois brut, saluant, guidant, touchant parfois un bras ou une épaule. Lucien la regardait depuis l'entrée de la cave. Elle rayonnait. Pas comme une star. Comme une femme qui a repris possession de sa terre, de son nom, de son feu. Il s'approcha, glissa sa main dans la sienne. Prête? Non. Mais c'est ça, les vraies choses, non? On ne les est jamais. La dégustation commença à la lueur de la lune. Lucien prit la parole brièvement. Ce que vous allez boire ce soir n'est pas un produit. Ce sont des fragments de mémoire, de courage, de silence, et de renaissance. Certains vins ont dormi pendant 30 ans. Ils sont imparfaits. Comme nous. Mais ils ont quelque chose à vous dire. Le premier verre circula, la cuvée Daphné 1989, celle qui avait tout déclenché. Le silence fut total pendant la première gorgée. Un homme pleura. Une femme ferma les yeux. Un murmure traversa la vigne. Puis vinrent les autres. Cuvée Perséphone, dense, profonde, pleine de cendres et de fruits rouges. Cuvée Iris, fine, aérienne, presque florale. Cuvée Mémoire, un assemblage fou, fruit d'une intuition d'Elena et Lucien, né d'un accident de fermentation et pourtant, sublime. Les plats arrivaient lentement, servis sur des nappes en lin brut, figues rôties au miel, fromage de chèvre affiné, poulpe confit, pain noir. La musique, jouée par un trio discret, mêlait oud, guitare et violoncelle. Tout vibrait. Et sous la table, les doigts de Lucien frôlaient ceux d'Elena. Rien de spectaculaire. Mais le genre de geste qui ne ment pas. À la fin du repas, une femme en retrait s'avança. Tenue sobre, regard acéré, carnet en cuir dans la main. Vous ne me connaissez peut-être pas, dit-elle en se levant. Je m'appelle Marina Theodorakis. Je suis critique pour le journal des vins méditerranéens. Et je n'avais pas prévu d'écrire ce soir. Un murmure parcourut l'assemblée. Mais il arrive qu'un vin vous rappelle pourquoi vous avez commencé ce métier.
Pourquoi vous avez pris la plume au lieu du tire-bouchon? Ce domaine m'a bouleversé. Non par sa perfection, mais par sa sincérité. Son audace. Sa foi. Elle leva son verre. Le domaine Kiriakou renaît ce soir. Et il n'a jamais été aussi vivant. Je publierai un article demain. Et je ne mâcherai pas mes mots. Elle se rassit. Le silence se brisa en applaudissements. Pas frénétique. Ému. Lucien tourna la tête vers Helena. Elle avait les yeux humides. Mais ne pleurait pas. Elle se contenta de dire, à voix basse. Il aurait été fier. Il l'est, dit Lucien. Là, quelque part, dans cette bouteille. En toi. Ils se penchèrent l'un vers l'autre. Le baiser fut discret, mais chargé de victoire douce. Leurs mains s'entrelacèrent. Le vin continuait de couler. La musique vibrait dans les pierres. Et leur histoire venait d'être scellée, entre les racines des vignes et la lumière des étoiles. Le domaine dormait encore, bercé par les échos de la soirée précédente. Sur la terrasse, Lucien lisait un mail sur son téléphone, le regard fixe, la mâchoire serrée. Objet, proposition confidentielle Maison du Villard et compagnie. Cher Lucien, nous avons assisté, à distance, à la résonance incroyable de votre dernière collaboration à Santorin. Nous serions honorés de vous accueillir comme directeur créatif de notre nouvelle division Vins rares et prestige. Une opportunité à saisir dès la rentrée. À Paris. Signature à envisager avant le 1er septembre. Il relut 3 fois. Le nom de la maison. Le ton du message. Tout était tentant, lisse, rassurant. Mais tout sonnait aussi, vide. Helena entra dans la cuisine, en short et chemise ample, les cheveux encore mouillés par la douche. Elle lui offrit un sourire calme. Mais elle vit tout de suite son visage. Tu as l'air d'avoir lu ton propre avis de décès. Pas loin, dit-il en lui tendant le téléphone. Elle lut, sans trahir d'émotion. Puis elle le posa. Et se servit un café. C'est une grande opportunité, dit-elle enfin. C'est surtout, un test. Elle le regarda. Je ne veux pas que tu refuses à cause de moi, Lucien. Je ne veux pas être celle qui t'empêche de grandir. Il se leva, tourna en rond, passa une main dans ses cheveux. Mais c'est là le problème, Helena. Ici, je ne me sens pas freinée. Je me sens, vrai. Ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, ça a plus de valeur que n'importe quel trophée parisien. Elle s'approcha, posa une main sur sa joue. Tu dis ça aujourd'hui. Mais dans 6 mois? 1 an? Quand la pluie de novembre tombera sur les cèpes et que les dettes reviendront cogner aux fenêtres? Il ferma les yeux. Alors quoi? Je pars? Je reviens dans ma cage dorée, et je t'envoie des bouteilles de temps en temps? Non, dit-elle doucement. Tu fais un choix. Et je l'accepterai. Parce que je t'aime assez pour ne pas te retenir si tu dois partir. Elle le regarda, les yeux brillants, mais fermes. Je ne veux pas d'un homme qui reste par peur de partir. Je veux qu'on se choisisse. Ensemble. Pas comme un compromis. Comme une évidence. Il resta silencieux. Puis, doucement, il posa ses mains sur ses hanches. Alors laisse-moi réfléchir. Pas parce que je doute de toi. Mais parce que j'ai besoin d'être sûre d'être à la hauteur de ça. Elle acquiesça. Je t'attends. Mais pas éternellement. Et elle quitta la pièce, le pas lent, mais droit. Lucien resta là, longtemps. Le mail ouvert. Son cœur en vrac. Et dans l'air, l'odeur du café qui refroidissait. Il avait tout devant lui. Et pourtant, c'était ici, entre la pierre volcanique et les mains d'Helena, qu'il sentait sa vérité respirer. Le ciel s'était assombri sans prévenir. Des nuages lourds s'étaient amoncelés au-dessus de Pyrgos, masquant le soleil doux dans une clarté étrange, presque métallique. L'air était électrique. Chargé. Lucien, sur la terrasse, releva la tête au premier coup de tonnerre. Ce n'était pas prévu, murmura-t-il. Mais la météo, comme la vie, ne se pliait pas au calendrier.
L'orage éclata en fin d'après-midi. Violent. Bref. Dévastateur. Des rafales hurlantes balayèrent les terrasses, renversant les caisses, arrachant les filets de protection, brisant des rangées entières de vignes encore tendres. La pluie, lourde, presque verticale, martela la terre sèche, transformant les allées du domaine en coulées de boue. Lucien, en chemise trempée, courait sous la pluie pour attacher les bâches, protéger les barriques extérieures, sauver ce qui pouvait l'être. Il ne réfléchissait pas. Il agissait. Il appartenait. Lorsqu'il entra enfin dans la maison, ruisselant, il trouva Elena effondrée sur le sol de la cuisine, les genoux repliés, les cheveux collés au visage. Autour d'elle, les papiers de la soirée, les étiquettes, les factures mouillées. « C'est fini », souffla-t-elle sans lever les yeux. « Non. Tu vois ? On avait à peine commencé. Et déjà tout s'effondre. Il y a des choses qui ne veulent pas être sauvées, Lucien. Peut-être que ce domaine, peut-être que moi, je fais partie de ça. » Il s'agenouilla devant elle, posa ses mains sur ses épaules. « Regarde-moi, Elena. » Elle obéit, à contre-cœur. « Je viens de refuser le contrat. » Un silence. Puis un souffle tremblant. « Et quoi ? » J'ai répondu. J'ai dit non. Je n'ai pas pris une semaine pour réfléchir. J'ai juste eu besoin de te voir là, comme maintenant. Brisé. Et de savoir que c'est ici que je veux être. Pour reconstruire. Pas pour fuir à nouveau. Les larmes d'Elena coulèrent sans bruit. Tu restes ? Je reste. Pas pour t'aider. Pas pour réparer. Je reste pour vivre. Ici, avec toi. Elle éclata en sanglots. Pas de tristesse. De soulagement. Il la serra contre lui, dans cette cuisine qui sentait l'orage et les papiers mouillés. Et dans ses bras, elle se laissa aller. Entièrement. On a perdu des cèpes, souffla-t-elle. Alors on replantera. Et on appellera ça la cuvée de la tempête. Les choses les plus belles naissent souvent dans la boue, non ? Elle rit. Une larme au coin des lèvres. Et dans ce rire, dans ce corps contre lui, Lucien sut que plus rien ne les arrêterait. Ni l'ambition, ni la peur, ni la pluie. Ils avaient trop résisté pour reculer maintenant. Le soleil tombait lentement sur Pyrgos, dessinant des ombres longues entre les cèpes replantés. L'air avait cette douceur qui n'existe qu'en fin d'été, quand la terre a tout donné, et qu'elle se repose en silence. Dans la cave fraîche, des bouteilles neuves attendaient leur étiquette. Sur chacune, un mot inscrit à la main. Éphémère cuvée 2023. Parce que certaines choses passent vite, mais marquent pour toujours. Lucien observait l'étiquette avec un sourire dans la voix. Tu crois qu'un vin peut porter un nom pareil sans qu'on le prenne pour un poème raté ? Laisse-les penser ça, répondit Elena en lui prenant le papier des mains. Ceux qui auront goûté, sauront. Il la regarda. Ses yeux brillaient, mais différemment. Plus de fièvre. Juste de la lumière. Ce vin, dit-elle, c'est nous. Ce qu'on croyait fragile. Ce qu'on pensait impossible. Mais qui, au fond, était exactement ce qu'il fallait. Il posa une main sur sa taille, l'autre sur sa nuque. Tu sais ce que je vois, moi ? Un domaine debout. Des racines vivantes. Et une femme qui m'a montré qu'aimer, ce n'est pas s'accrocher, c'est rester quand tout tremble. Elle l'embrassa. Longuement. Tendrement. Avec cette lenteur que seuls ceux qui ne cherchent plus rien savent s'offrir. Le baiser devint plus profond, plus ancré. Il la guida contre le mur de pierre tiède de la cave, ses mains glissant sous sa chemise légère. Elle l'attira contre elle, ses doigts serrés dans ses cheveux, sa bouche offerte avec une intensité calme, brûlante mais sûre. Ils firent l'amour là, au milieu des bouteilles encore vides, entre les murs qui avaient vu le pire, et qui abritaient maintenant leur victoire. Pas une victoire tapageuse. Une victoire intime. Chaque geste disait. Tu es chez moi. Je suis chez toi. Ici, maintenant. Plus tard, allongée sur une couverture jetée à même le sol, elle posa la tête sur sa poitrine. Tu crois qu'un jour, on regrettera de ne pas être parti ? Jamais, répondit-il.
Tu es sûr? Certain. Parce que rien de ce qu'on aurait pu bâtir ailleurs n'aurait eu ton goût. Elle sourit. Et dehors, le soir tombait doucement sur les vignes. La terre reposait. Le vin mûrissait. Et eux? Ils étaient enfin chez eux. Le soleil baignait les terrasses du domaine Kyriakou d'une lumière dorée, presque sucrée. La fête des vendanges battait son plein. Des tables avaient été dressées à l'ombre des figuiers, des nappes blanches agitées par le vent. Les guirlandes colorées ondulaient doucement au-dessus des convives. Des rires s'élevaient, portés par les verres pleins et les assiettes vides. Des enfants couraient pieds nus entre les ceps, une vieille femme dansait avec un jeune homme au son d'un oud. Tout était vivant. Tout respirait. Helena portait une robe rouge fondue, simple mais éclatante, et une couronne d'olivier sur la tête que quelqu'un lui avait posée en riant. Lucien, en chemise de lin et pantalon clair, tenait 2 verres de vin éphémère, bien sûr, et s'approcha d'elle dans un éclat de musique. « Reine du vin », murmura-t-il en lui tendant son verre. « C'est mieux que de crouler sous les dettes, non ?» Ils trinquèrent. « Tu réalises, reprit-elle. 1 an. 1 an depuis cette soirée. Depuis nous. » Il hocha la tête. « Les regarde. Ton domaine. Tes vignes. Ces gens. Ce vin. C'est bien plus qu'une renaissance. C'est un ancrage. » Elle le fixa, puis se haussa sur la pointe des pieds pour murmurer à son oreille. « Va alors ancre-moi. Ici, maintenant. Devant tout le monde. » Il écarquilla un peu les yeux. « Tu veux dire ?» Elle glissa une petite bague tressée en corde de vigne dans sa main. « Ce n'est pas un mariage. C'est une promesse. Que je vais la porter jusqu'à ce qu'elle casse? Non. Que même si elle casse, on restera tressé. » Il ferma les yeux un instant, puis rit doucement, ému. « Tu sais que c'est très exactement la chose la plus belle qu'on m'ait dite? » « Je sais. Parce que je te connais. Et parce que c'est vrai. » Il enfila la bague. Elle était simple, imparfaite, et absolument parfaite. La musique s'éleva. Helena l'attrapa par la main. « Viens danser. » « Je ne sais pas danser. » « Tant mieux. Danse quand même. » Ils rejoignirent les autres au centre de la cour. Les verres levés, les voix entremêlées, la poussière dorée dansant dans la lumière. Lucien rit. Helena tourna sur elle-même, pieds nus, cheveux au vent. Et il la regarda. Pas comme au début. Pas comme un homme regarde une femme mystérieuse ou sauvage ou insaisissable. Mais comme un homme regarde la femme qu'il a choisie. Et qu'il a choisie. Et il sut, dans ce vacarme de musique et de vin, que l'éphémère ne les quitterait jamais. Parce que parfois, l'éternité tient dans une fête, une gorgée, un regard. La mer Égée s'étendait, calme et infinie, sous la lumière dorée du soir. Sur les hauteurs d'Imérovigli, là où tout avait commencé, Lucien et Helena étaient assis sur un muret de pierre tiède, 2 verres à la main, une bouteille à leurs pieds. Pas un mot. Juste la mer, le vent, le chant lointain des cloches d'une chapelle accrochée à la falaise. Et entre eux, la paix. « Tu te souviens ?» dit Helena en désignant la terrasse en contrebas. « Le premier soir. Le vin. La brochure. Et ce que tu m'as dit. Que tu étais venu goûter des crus, mais que tu t'étais perdu. Et que je ne le regrettais pas. » Ils trinquèrent. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement. Le vin avait le goût du miel, de la roche, et du soleil. Lucien l'observa du coin de l'œil. Elle était plus silencieuse que d'habitude. Ses doigts caressaient le bord du verre, pensifs. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elle posa son verre. Inspira. Puis, sans le regarder. « Je crois qu'on ne sera plus que 2, très longtemps. » Il la fixa, le cœur suspendu. « Tu veux dire ?» Elle hocha la tête. Un sourire timide aux lèvres. « C'est tout neuf. Je voulais attendre. Mais je n'y arrive plus. Il fallait que tu saches. » Lucien resta muet. Puis rit. Un rire court, incrédule. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu es enceinte. » Elle sourit pleinement cette fois.
Tu n'es pas obligé de paniquer. Je suis déjà en train de le faire pour deux. Il s'approcha, posa la main sur son ventre. Rien ne se sentait encore. Mais tout était là. Tu as planté une vigne, Elena. Pas moi. Nous. Comme tout le reste. Il l'embrassa. Un baiser lent, long, profondément ancré. Puis ils s'assirent à nouveau, mains entrelacées. Le soleil s'inclina doucement vers l'horizon. La mer se teinta d'or et de cuivre. Et dans cette lumière chaude, silencieuse, vibrante, l'éphémère s'était transformé en toujours. Pas besoin de plus. Pas de discours. Pas de cérémonie. Juste eux. Un domaine debout. Un amour enraciné. Et une vie nouvelle, déjà en train de grandir. Vous venez d'écouter Vin d'amour à Santorin, une histoire de résilience, d'enracinement, et d'amour vrai. Lucien et Elena vous ont rappelé qu'il est parfois nécessaire de se perdre, pour enfin se retrouver. Qu'il faut du courage pour aimer sans réserve. Et que les plus belles histoires naissent souvent là où l'on n'attendait plus rien. Si ce roman vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pour découvrir d'autres récits tout aussi vibrants, tendres et inoubliables. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage. Et souvenez-vous, certains amours ont le goût du vin. Ils mûrissent lentement, mais laissent en bouche la plus belle des traces.